Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ou en tout cas de vous voir ce matin, pour ce nouveau webinaire sur, le retail et le food, que nous avons préparé avec, l'équipe Kingcom. Nous serons ce matin avec, ma fidèle associée en webinar, Charlotte Massé-de-Gastine. Bonjour Charlotte. Je vous prie de m'excuser, j'ai un souci de connexion. Je vous demande un tout petit instant, je change de connexion Wi-Fi pour être sûr que tout va bien. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous allons démarrer ce nouveau webinaire sur le food et le retail. Donc, Charlotte sera avec moi pour cette présentation et puis Hélène sera à vos côtés, notamment sur le chat, pour prendre des questions. Soyez pas surpris, vos micros sont coupés plus pour qu'on puisse, en tout cas, démarrer cette présentation et puis bien sûr prendre toutes vos questions ou vos commentaires à travers le chat. Hélène nous remontera et puis nous verrons passer si vous avez des questions. Nous ferons 2 ou 3 pauses pendant cette présentation pour pouvoir tenter de répondre à vos questions. Je vous propose de démarrer. On s'est donné 1h30, 1h15 de présentation et puis ou 1 heure et puis prendre vos questions et essayer d'y répondre. On se lance directement. Le sujet donc d'aujourd'hui, c'est cette notion de retail et marque food, notamment dans une période qu'on appelle new normal, post-confinement, pré-reconfinement. À choisir. L'enjeu pour nous, c'est que évidemment, à la fois l'écosystème food et retail a été énormément bousculé par tout ce qui vient de se passer, par la crise à la fois sanitaire et puis évidemment un enjeu de distanciation sociale, d'inquiétude sur la santé des Français. Et du coup, un New Deal à trouver, et selon nous, un New Deal à trouver évidemment ensemble entre le food et le retail pour aller justement saisir de nouvelles opportunités. Du coup, pour pouvoir avancer dans ces enjeux et dans cette j'allais dire, bouleversement, on va vous proposer 3 parties, 3 leviers. Le premier, c'est cet enjeu de nouvel environnement, que ce soit physique ou digital, dans un enjeu de vente et de consommation alimentaire. Et aussi derrière ça, un levier évidemment d'engagement. On sent et on voit une attente très forte, voire une pression des consommateurs, des citoyens qui sont devenus experts dans le domaine. En tout cas, ont beaucoup d'informations qui leur arrivent sur cet environnement et sur justement des attentes. Et donc un enjeu d'équilibre entre les différentes attentes pour les marques et pour les enseignes. Et puis évidemment un enjeu de bien mieux comprendre ces citoyens, ces Français, ces publics, dans justement aussi une schizophrénie quelque part, parce qu'ils veulent tout à la fois, et en même temps ils ont des besoins qui sont eux-mêmes schizophrènes. Donc l'enjeu, c'est de rentrer dans ces 3 grands sujets pour pouvoir aborder ce sujet du retail et du food. Donc ce premier levier qui est donc cette notion de reshop, comment recréer du lien et de l'émotionnel dans une société déconfinée, reconfinée peut-être, mais comment du coup maintenant qu'on sait, en tout cas que c'est possible, qu'on a un peu plus de visibilité, peut-être moins d'inattendus, essayer de construire dans ces nouveaux paramètres, avec un enjeu majeur qui est l'expérience, évidemment.
Du coup, dans tout ça, il y a un enjeu pour les marques et pour les enseignes de naviguer entre deux injonctions paradoxales. La première, c'est un impératif de reprise. Et du coup, avec, j'allais dire, une incitation à la vitesse. Il y a eu quelques mois, en tout cas pour certains, de pause, de chute des ventes. Pour d'autres, ça a été plus un maintien, voire un développement, mais en tout cas, un nouveau système qui se relance et du coup un enjeu de relancer les ventes, de conserver ou d'attirer de nouveaux clients et puis évidemment de sécuriser des emplois et puis pour les leaders, garder le leadership, pour les challengers, essayer d'aller challenger ces leaders. On voit bien dans ces périodes évidemment instables qu'il y a soit évidemment des risques forts, soit des opportunités et c'est en fonction évidemment de la manière dont on va aborder cette période qui peut en faire des opportunités ou des risques. Et donc, l'enjeu, justement, pour aborder ces risques, c'est cet impératif de justesse. Justesse parce que, je le disais juste avant, beaucoup d'enjeux, à la fois, on l'a dit dans des précédentes présentations, c'est-à-dire que c'était des tendances qui existaient. Et en fait, cette crise a accéléré l'émergence de ces tendances, mais du coup de ces pressions. Une, par contre, qui remonte plus particulièrement sur le devant de la scène, c'est cette notion de sécurité, de santé, et du coup qui impose des nouveaux standards d'innocuité. On l'a vécu dans l'alimentaire de manière très forte il y a quelques années, ces crises qui étaient liées là plutôt aux produits. Là, aujourd'hui, on a un enjeu toujours sur cette notion de sécurité, mais qui est du coup dans la relation avec le consommateur. Une pression sur les attentes, on l'a dit. On a aujourd'hui des consommateurs et des Français qui ont des multiples attentes et avec des enjeux, donc à la fois les enjeux sanitaires, mais aussi des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux de pouvoir d'achat. Et là où, peut-être dans les années passées, on a pu avoir des périodes de crise économique où l'enjeu de pouvoir d'achat passait au-dessus des autres, des périodes plus fastes dans lesquelles l'enjeu environnemental passait au-dessus des autres. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près toutes les injonctions, tous les enjeux très hauts et finalement qui doivent trouver un équilibre entre eux, en tout cas qui sont au même niveau. Et donc, du coup, derrière, un besoin de pertinence, c'est cette justesse entre comment aborder ces pressions et comment trouver une pertinence dans le ton et les actions, avec aussi évidemment des enjeux qui sont des enjeux propres à une industrie, des enjeux propres à un marché que parfois les consommateurs n'ont pas forcément en tête et du coup on a aussi un enjeu de timing. C'est pour ça qu'on parlait à la fois d'un côté de vitesse, mais attention à la vitesse parce que de l'autre côté il y a un enjeu très fort de justesse. Du coup, en termes notamment j'allais dire d'expérience de consommation ou d'expérience de marque, ce qu'on voit par contre, c'est une obligation de réinventer l'expérience. On a ce chiffre intéressant de l'enquête Altavia Opinionway Havas, 63% des prosumers, donc ces consommateurs, producteurs ou en tout cas experts, qui iront moins en magasin, mais jugeront les expériences in-store d'autant plus importantes. On est totalement dans cette tendance du moins mais plus, moins mais mieux plutôt. Ce moins mais mieux, on l'a eu sur la consommation de la viande par exemple. Aujourd'hui, c'est j'allais dire, l'expérience d'achat qui doit aussi suivre ce moins mais mieux. Ce qui veut dire évidemment, on disait, une pression d'autant plus importante sur les enseignes et sur les marques, parce que évidemment, ça veut dire moins de personnes en même temps en magasin, mais qui du coup ont une attente bien plus forte. Donc c'est un premier point hyper intéressant, en tout cas hyper important à avoir en tête, parce que ça va évidemment beaucoup jouer dans l'évolution ou dans la réflexion qu'on peut avoir sur cette nouvelle expérience qui va demander du coup une attention encore plus forte. Et du coup, quand on dit nouvelle expérience, quand on dit nouvelles attentes, on voulait juste décomposer parce que dans cet environnement du retail et du food, on a quand même des acteurs qui sont assez différents et qui peuvent avoir évidemment des attentes, enfin en tout cas des enjeux
qui peuvent être soit communs, soit différents. On va le voir, il va y avoir des enjeux communs évidemment, mais aussi qui peuvent avoir des enjeux différents en fonction voilà, de est-ce qu'ils sont physiques, digitales, est-ce qu'ils sont spécialisés, est-ce qu'ils sont généralistes. Et évidemment et on va le voir de la même manière qu'on ne va pas parler des consommateurs en général et qu'il y a un enjeu de descendre de manière très granulaire dans les profils, il y a évidemment un enjeu d'être plus spécifique dans de quoi on parle et du coup, quels sont les enjeux et les attentes en face de ça. Si on rentre dans le détail, dans les différents enjeux à traduire en expérience, aujourd'hui, les questions qui se posent sur les retailers food, on a d'abord les enseignes de grande distribution avec un enjeu qui est comment valoriser la profondeur et l'accessibilité de leur offre en les conciliant avec des engagements, puisqu'on voit bien que c'est un des enjeux d'attente. Là, on a à la fois diversité, pouvoir d'achat et enjeux environnementaux qui sont hyper importants. Les chaînes de restauration, il y a un enjeu de réattirer des clients dont les sorties ont été à la fois réduites et qui en même temps doivent trouver une nouvelle configuration. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience, mais aujourd'hui, on doit apprendre la patience. La patience dans la livraison, la patience dans les queues, puisqu'on ne peut plus être trop nombreux dans une enseigne. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose à trouver derrière ce sujet de l'attente et de la patience, puisqu'on va avoir de plus en plus de queues devant les caisses, à l'extérieur des magasins. Et donc, il y a un sujet derrière ça fait partie de l'expérience client, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a le retail sélectif et du coup, il y a un enjeu de comment démontrer l'unicité ou comment démontrer la spécialisation et du coup, reprendre un temps d'avance avec un enjeu sur la qualité de l'offre par rapport à du retail classique. Si on poursuit dans les différentes typologies de retailer food, on a également Charlotte, si tu veux bien, toute la partie marque nationale. Donc là, un enjeu, évidemment, une attente très forte d'engagement et du coup, comment prouver ma responsabilité et mon utilité pour ne pas subir un désaveu. On a vu du coup beaucoup de marques qui se sont engagées pendant le confinement, qui ont pris des postures assez fortes. L'enjeu derrière, c'est comment je continue à les tenir, comment c'est pas un one-shot. On est en France les spécialistes du washing, greenwashing, responsabilité purpose washing, parce que toutes les conversations de comptoir qui se déversent maintenant sur toujours, alors un peu moins au comptoir du fait de ces problématiques de distanciation sociale et de plus en plus sur Twitter par exemple, fait qu'on aime bien taper, critiquer, mais de l'autre côté, et donc attention évidemment à tout ce qui peut être vécu comme de l'opportunisme, mais d'un autre côté, en tout cas notre conviction à nous chez Kingcom, c'est que il faut bien démarrer par quelque part, et si cette période a permis à certains de démarrer ou d'accélérer ou de poursuivre une démarche de responsabilité et de réflexion sur l'utilité, c'est très intéressant et on va essayer. Et surtout, n'allons pas taper sur ceux qui font. Évidemment, les MDD sur l'enjeu de travailler la préférence. Et on voit bien aujourd'hui que les enjeux de responsabilité, d'engagement font partie d'éléments clés dans la préférence de marque et donc des marques distributeurs qui se vivent de plus en plus comme des marques à part entière et qui aujourd'hui se comparent à des marques de plus en plus fortement à des marques nationales. Et puis tout l'écosystème digital. Donc avec d'un côté les retailers digitales avec un enjeu de conserver, puisqu'on l'a vu et on le reverra, que cette période a aussi déclenché un usage de l'achat digital très fort et avec aussi, j'allais dire, une poursuite en tout cas pour un nombre important de ces newcomers, sur des achats digitaux. Donc, comment conserver ces nouveaux arrivants? Et on voit bien qu'on arrive encore, voire même fortement, à continuer à recruter et avec un enjeu de également comment afficher ses engagements sur ces réseaux. Et puis enfin, les DNVB food, avec un enjeu de créer du lien et de la confiance sans présence physique. Et un enjeu, on le voit bien, d'engagement, d'ambassadorship qui doit de la même manière s'appuyer sur
une forte valeur de confiance et de lien pour pouvoir se développer. Donc voilà, déjà l'idée c'était de dire de quoi on parle. C'est pas une grande masse globale retail et food. On a différents formats d'acteurs qui ont en commun, j'allais dire, les enjeux globaux qu'on a vu plus haut, à la fois de sécurité, de lien, d'expérience et de responsabilité, et puis des spécificités en fonction du canal. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on voulait déjà vous proposer des pistes d'action pour recréer cette fameuse expérience si importante. La première piste qu'on voulait partager avec vous, c'est le fait de profiter de ce downsizing des événements qui est obligatoire pour vous proposer d'entretenir en fait des publics qui sont acquis. À partir du moment où on ne peut pas toucher autant de consommateurs que dans une période normale et recruter, nous, on a la conviction qu'il faut travailler les publics acquis et captifs, leur connaissance, leur fidélisation et aussi leur implication dans votre marque. C'est un moment idéal pour travailler ces communautés, récupérer de l'insight, travailler l'ambassadorship aussi, tout simplement pour faire de vos consommateurs les meilleurs porte-parole de votre marque et créer un sentiment de communauté plus fort, entretenir ce lien qui a été mis à rude épreuve pendant le confinement, et reprendre des bonnes bases grâce à vos publics acquis. Deuxième point hyper important, c'est de travailler la versatilité d'un concept qui soit activable à la fois en physique mais aussi en digital. Pascal l'a dit, on est dans un temps d'incertitude entre déconfinement, possible reconfinement, évolution des mesures, etc. Donc il faut travailler forcément en omnicanal. Il faut des concepts qui puissent switcher alors presque du jour au lendemain d'un événement physique à sa déclinaison digitale. C'est comme ça qu'on maintient le lien avec ses audiences et c'est aussi comme ça qu'on maintient un retour sur investissement qui soit tangible. Déjà parce que ça vous évite de mettre à la benne un événement, une expérience qui aurait marché sur un seul des canaux, mais aussi parce que le digital a de ça de fantastique parfois que il peut couper les coûts tout en restant un moyen de garantir un reach assez élevé. Donc il y a un vrai enjeu de souplesse, de créativité aussi dans la manière dont vous imaginez l'expérience de votre marque et forcément du coup de performance par rapport à vos ambitions. Troisième piste, c'est de repenser le digital comme un lieu d'expérience. On a bien vu que pendant le confinement, les marques se sont un peu toutes essayées à des nouveaux formats, à des nouvelles manières d'interagir avec leur public. Et on a aussi vu que ça fonctionnait très bien, au-delà de la consommation média qui a explosé pendant le confinement. On voit qu'il y a une appétence des publics envers un digital plus interactif, plus engageant, plus dans le partage et l'échange. Donc il y a vraiment un enjeu de repenser ces touchpoints digitaux de manière créative, encore une fois, pour faire vivre une expérience en dehors d'un point de vente purement physique. Parce que les Français sont prêts et en attente de ces nouveaux contenus. Ensuite, un autre point qui est absolument majeur et qui est un peu en écho à ce qu'on disait sur le downsizing des events, c'est que dans cette période, on vous conseille aussi de capitaliser sur les relais de confiance pour engager plus largement. Si on ne peut plus engager autant de consommateurs et de prospects par des grands événements physiques, on peut avoir recours aux relais de confiance, les journalistes, les influenceurs, les key opinion leaders, qui pourront ensuite relayer évidemment vos messages clés aux consommateurs
et qui sont des vrais atouts qu'il ne faut absolument pas négliger, surtout dans ce genre de période. C'est à la fois un enjeu donc, de visibilité et de considération, mais aussi de rentabilité de vos investissements en termes de prise de parole. Et enfin, dernier point, c'est de repenser la stratégie retail en partant des besoins des publics, en pensant à leurs usages de votre marque, en pensant à leurs habitudes, à leur vie quotidienne. Le retail a cela de fantastique qu'il a énormément de déclinaisons, hein. J'ai mis quelques exemples, des concept stores, des pop-up, des corners, des food trucks. Voilà, le but, c'est vraiment d'aller chercher, grâce à des nouvelles initiatives en retail, vos audiences directement là où elles sont, créer des nouveaux touchpoints et des nouveaux points de rencontre, réinventer peut-être un peu l'offre, mais vraiment rester dans cette dynamique d'agilité et de connivence avec tout simplement vos publics pour vous réinventer de la manière la plus performante possible. Ce qui est assez extraordinaire dans des périodes plus difficiles ou en tout cas inattendues, c'est que dans ces environnements contraints, c'est là où, parfois forcée, la créativité émerge de manière, j'allais dire, jaillit presque, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut regarder les choses autrement, parce qu'il faut penser autrement, parce qu'il faut trouver des solutions. Et du coup, souvent, c'est le moment où, dans les équipes, on se met en task force, on se dit qu'est-ce qu'on peut trouver pour continuer à aller toucher, sensibiliser, vendre notre conso, encore une fois, tout en étant juste par rapport à la période. Et c'est là que naît du coup des idées, des manières de faire où jusque-là, les équipes où on disait mais non, c'est pas possible, mais non, ça marchera pas, mais non, on n'y arrivera pas. Et je vous recommande fortement de capitaliser ou en tout cas de faire la liste de tout ce que vous avez pu faire pendant cette période qui finalement a marché ou en tout cas a pu être testé et pour vous en servir pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'en fait ces habitudes de remettre en cause, de rechallenger, de voir les choses autrement, d'imaginer autrement, qui sont encore une fois un fourmillement de créativité, sont extrêmement sains finalement et ne devraient pas être qu'en période plus contrainte ou compliquée parce que c'est de là que naît, et on l'a vu, beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes, assez nouvelles et qui évidemment nous obligent plus que d'habitude à nous mettre d'un point de vue client-consommateur. Quand Charlotte disait tout à l'heure, appuyez-vous sur les gens qui vous connaissent et qui vous aiment déjà, qui vous connaissent par cœur, qui sont fans ou qui aiment, parce qu'ils regardent peut-être la marque de manière différente que ne peut le faire l'interne ou l'interne de l'enseigne. Et ce regard-là peut être parfois évidemment un peu dur, mais il est aussi très salvateur pour ouvrir les chakras, ouvrir les idées, ouvrir le champ des possibles. Et évidemment, c'est extrêmement important. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on prend cette période comme une période d'opportunité et si oui, il faut essayer, tester, y aller. Bien sûr, en gardant des fondamentaux, mais en allant un cran plus loin parce que la situation le demande. Du coup, sur cette première phase de ce champ des possibles, cette manière de réinventer ou de réenchanter ou de imaginer de manière nouvelle quelles peuvent être du coup cette expérience, ces enjeux, cet échange avec ses consommateurs et de recréer de la relation et de l'émotion parce qu'on voit bien, on sait bien que une grosse partie de la décision passe par le cœur. Bien sûr qu'il y a un enjeu rationnel qui passe par la tête, mais c'est aussi cet enjeu d'attachement, de relation, de proximité et donc d'émotion avec l'enseigne ou la marque. Bien sûr qu'il y a du pragmatisme, la proximité, et on le verra un peu plus loin,
des convictions. Mais c'est cette association évidemment entre ce rationnel et cet émotionnel qui convertit, qui incite, qui fait préférer. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté une offre qui s'appelle Reshop, avec un audit des attentes consommateurs, donc sur un panel de consommateurs qu'on interroge sur des points évidemment clés pour pouvoir mieux comprendre, mieux focuser sur de la co-création de concepts qui peuvent être déclinables en digital en digital et expérientiel, avec du test d'insight en live sur vos publics et avec des enjeux d'amplification magasin, enseigne digitale et j'allais dire tout levier, rayon ambassadeur et bienveillant. Si on passe peut-être à des questions s'il y en a. A priori, j'en vois pas, il n'y en a pas. Eh bien, on poursuit tranquillement. On continue. Bon, du coup, on a parlé d'expérience et de l'enjeu crucial de l'expérience. Mais il y a une vraie deuxième question qui est quelle expérience pour ma marque en particulier? Qu'est-ce que je peux apporter plus précisément? En fait, si vous vous posez cette question, c'est que vous avez besoin de ce que nous on appelle un reboot, c'est d'identifier les nouveaux enjeux de votre marque et de vous réaligner avec vos consommateurs. Alors, je vais rien apprendre à personne en me disant que effectivement les consommateurs ont tous été chamboulés pendant cette période. On a essayé de faire un petit instantané des consommateurs et des mentalités en ce moment face à la food. On voit que donc il y a eu pas mal de bouleversements. On a d'un côté ceux qui vont basculer dans l'hyper-plaisir, qui ont subi ce confinement comme une vraie privation de leur liberté, de leur gourmandise, etc. Et qui, même s'ils ont été forcés de faire du fait maison, vont très vite retourner à une gourmandise un peu plus mercantile, un peu plus exacerbée et un peu plus acheteuse. Donc cette première cible qui va se ruer dans les magasins. On voit aussi émerger des nouveaux écolos qui, eux, ont vécu le confinement comme une période de ralentissement, de questionnement aussi beaucoup sur leurs habitudes alimentaires, leur consommation, l'impact aussi de leur consommation en termes écologiques. Ces publics qui ont été un peu challengés dans leurs habitudes se rendent beaucoup plus compte qu'il y a besoin d'opérer un changement. Et vont avoir une envie d'adopter des nouvelles bonnes habitudes sans forcément sacrifier tout le plaisir qui est très très propre à la food. Mais voilà, créer des nouvelles bonnes habitudes et entamer un cycle de consommation un peu plus vertueux. On a aussi ce qu'on a appelé les girouettes. Alors certes, la crise a eu tendance à les faire se remettre en question par rapport à leur consommation. En revanche, la sortie de crise et la sortie de confinement surtout a été plus compliquée à gérer pour eux. Et on est sur une consommation un tout petit peu schizophrène où alors oui, ils ont fait maison, oui, ils sont ravis de voir la pollution baisser et oui, ils veulent manger plus de légumes, mais ça va pas non plus les empêcher de craquer en fait tout simplement pour des produits et des marques à plus capital plaisir ou voilà des marques qui sont pas forcément dans le scope traditionnel des marques responsables. On a aussi une grosse partie des Français qui a été fragilisée par la crise. Hein, on parle de perte d'activité, de chômage, de maladie, d'imprévisibilité. En ce qui concerne le futur, cette population-là, elle est très impactée par la crise en termes économiques. Il va y avoir une énorme crispation autour du pouvoir d'achat. Tout sur des enjeux aussi simples que comment me nourrir moi, ma famille, et qu'il va falloir adresser d'une manière très claire et très concrète. Et on dit que les consommateurs ont changé, mais pas forcément tous.
Il y a aussi des typologies de publics qui n'ont pas été tant impactés que ça. La première, on a appelé Back to Yesterday, c'est des gens qui au final vont revenir tout simplement à leur consommation d'avant. Euh, Parce que un mental qui leur dit que c'est pas tout seul qui feront la différence, que la responsabilité individuelle est pas si forte que ça par rapport à des enjeux à prendre au niveau de la nation, au niveau des industriels, etc. Donc des consommateurs qui vont repartir dans leurs anciennes habitudes. Et ce qu'on a appelé les écolos sereins, qui sont des consommateurs moins sensibilisés pendant le confinement à des enjeux environnementaux, parce que déjà tout à fait au fait des bonnes pratiques, donc qui vont rester sur une consommation somme toute assez similaire à celle qu'ils avaient avant, avec peut-être plus d'envie de nature encore et de naturel, mais pas beaucoup d'impact au-delà de ça. Donc voilà déjà un premier tour d'horizon des dynamiques des consommateurs food en France en ce moment. Alors évidemment, chaque marque a ses consommateurs particuliers. Il faut vous interroger sur quelle typologie de profil est celle qui correspond à votre marque, quelles sont les dynamiques et quels sont les points particuliers à adresser. Surtout qu'au-delà de ces profils consommateurs, il y a une vraie cristallisation des tendances autour de thèmes très forts, comme disait Pascal un peu plus haut. On voit déjà une vraie bataille en termes de valeur versus valeur. Quel est le bon produit aujourd'hui et comment les consommateurs font leur arbitrage pour trouver le bon produit pour eux. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les critères deviennent cruciaux pour convertir un consommateur. On parlait avec un peu plus tôt du prix, qui reste un critère majeur de choix des consommateurs en termes de food, par nécessité. On n'est pas dans je cherche le prix le plus bas parce que ça me fait plaisir. C'est une vraie nécessité de faire attention au prix et d'arbitrer en faveur de produits qui soient économiques. Mais on voit aussi que les enjeux, les convictions sont de plus en plus fortes dans le choix des produits. Qu'on parle de Made in France, avec 85% des Français qui disent le privilégier le plus possible, même si ce n'est pas toujours faisable en termes de pouvoir d'achat. On voit qu'il y a une vraie préférence et un vrai engagement pour consommer Made in France ou local quand on le peut. On voit le bio être toujours plus fort. Ça a explosé pendant le confinement, mais c'est pas prêt de s'arrêter parce que les Français veulent en consommer toujours plus. Et on voit le côté écologique, ce qu'on a appelé green pour faire court, qui est l'empreinte carbone, la responsabilité environnementale des marques et des produits, l'impact, la pollution, tout ça, tous ces sous-thèmes qui font la vertu écologique d'une marque deviennent vraiment de plus en plus forts. Et en fait, du coup, ça devient un casse-tête à la fois pour les consommateurs, hein, d'arbitrer qu'est-ce qui a à la fois le meilleur prix, le meilleur impact environnemental, qui est local, qui relance l'économie, etc. Mais c'est aussi un casse-tête pour les marques, en fait, qui doivent trouver un nouvel équilibre entre quel pricing pour mon offre, sur quel pilier je vais me focaliser. Et ce nouvel équilibre à trouver, pour nous, il est majeur de le faire déjà en discutant avec vos publics, donc en étant tout à fait conscient de ce que vos publics attendent le plus en termes de piliers de valeurs, et aussi en étant assez transparent sur les arbitrages obligatoires. Pascal disait que effectivement, les Français, les consommateurs n'ont pas toujours en tête les enjeux de l'industrie agroalimentaire, du retail, qu'on ne peut pas avoir un produit bio à 1 euro. Voilà. Donc, en fait, c'est
une question de discuter, d'être assez ouvert avec ses publics pour trouver un bon équilibre et tout simplement arbitrer ensemble sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on pourra faire demain en s'améliorant, mais dans un enjeu de transparence et de connivence. Juste un point par rapport à ça, effectivement, si on regarde, enfin, si tu veux bien remonter 2 secondes, Charlotte, si on Ouais. regarde l'ensemble des sondages, ben, effectivement, les Français veulent tout. Alors après, évidemment, et c'est pour ça que Charlotte vous présentait les différents profils en fonction des profils. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces critères sont montés très haut. Il y a également un critère de santé et de bien-être. Et c'est assez intéressant, on revient à ce que l'OMS a qualifié de One Health, donc un équilibre entre la santé animale, la santé humaine et la santé de la planète, qui doit donner, et donc cet équilibre peut donner une santé en fait finalement pour tout le monde, parce que dès qu'il y a des équilibres, forcément ça a des incidences sur les 3 écosystèmes. Donc cet enjeu-là est très fort. Après, en fonction évidemment des publics, on a des items ou des critères qui sont plus ou moins hauts, comme Charlotte le disait juste avant. Après, il faut aussi entendre, comprendre ou faire comprendre que vouloir tout relocaliser, ben, malgré tout, ça aura une incidence sur l'environnement, hein, parce que je ne sais pas comment on fait pour faire de la banane ou de l'ananas en France avec une économie d'énergie. Autant sur la mâche, je vois bien. Mais donc il y a un enjeu quand même dans un de cet équilibre, et comme le disait Charlotte, de faire entendre, faire comprendre à la fois l'équilibre, ce qui est faisable, ce qui est absurde, et la voie vers laquelle vous vous améliorez pour pouvoir justement avancer et répondre au mieux aux attentes dans le respect de cet équilibre. Autre point de tendance, c'est forcément l'appréhension de ce new normal de la part des Français. On a vu des 2 valeurs phares faire une vague de fond sur les consommateurs français, c'est le naturel et la simplicité. Bon, je vous ai mis quelques chiffres, on ne va pas forcément tout détailler, mais les Français se sont tournés beaucoup plus, alors contraints au début, mais on voit un vrai engouement pour le fait maison, pour manger plus sain, cuisiner plus, mais aussi sur une notion presque de frugalité. On n'achète que ce dont on a besoin, on ralentit la consommation. Voilà, on retourne à une consommation un peu plus simple, un peu plus épurée, un peu plus sereine aussi. Pour se prémunir, en fait, tout simplement, de l'angoisse qui est très caractéristique de l'époque qu'on est en train de traverser. Donc, c'est tout ce naturel et cette simplicité, c'est aussi des éléments très importants à garder en tête pour votre marque, pour tout ça. Ça va permettre de calmer les angoisses des consommateurs et d'être tout à fait en phase avec eux. On voit qu'aujourd'hui, les angoisses, elles sont là, elles ne sont pas forcément prêtes à partir. Les gens veulent éviter d'aller en magasin quand il y a trop de monde, privilégier le sans contact. On voit aussi d'ailleurs réémerger, et c'est très intéressant de le noter, la réémergence du plastique qui a été décriée pendant assez longtemps. Et dès le début de la crise, on a vu le plastique se réenvoler parce que dans l'esprit des consommateurs, alors à tort ou à raison, synonyme d'innocuité pour les produits qu'on achète. Donc il y a eu à nouveau un suremballage des produits. Donc, on voit qu'il y a un vrai enjeu d'adresser ces points de crispation et d'angoisse pour rassurer tout simplement vos consommateurs. Et évidemment, il y a eu des gros bouleversements dans les parcours d'achat, avec un peu deux logiques. La première, qu'on a appelée Quickly Out of Home, c'est vraiment... alors, les Français continuent à faire leurs courses, mais on est sur un enjeu de rapidité et d'efficacité des courses. C'était principalement le cas durant le confinement, mais évidemment, il y a des logiques... cette logique va aussi se prolonger... se prolonge et va se prolonger avec une explosion du drive, notamment
30% des essayeurs du drive pendant le confinement ont prévu d'y retourner une fois le confinement terminé. Beaucoup d'achats de produits frais en drive, ce qui était une très très faible part du drive avant le confinement et la crise sanitaire. Mais on voit aussi le retour des magasins de proximité. On va privilégier des plus petits points de vente. On va soutenir aussi, on va se réintéresser à son écosystème de proximité pour entretenir le tissu économique hyper local et aussi pour moins consacrer de temps aux courses et faire des plus petits trajets. Et la deuxième dynamique, qui est le Only at Home, avec une explosion du e-commerce, à la fois en valeur et en volume, des intentions de réachat et de continuation de ces logiques, mais aussi une explosion de la livraison de courses, alors à la fois de la part des enseignes, mais aussi on a vu Deliveroo qui commençait à livrer les supermarchés, toutes ces nouvelles logiques de livraison, même les restaurants aussi qui se sont inscrits en masse sur des plateformes alors comme Deliveroo. On a vu une explosion de ça aussi. Donc voilà, la livraison devient un vrai point clé aussi du parcours d'achat. Voilà pour les lances. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un enjeu très fort dans des marchés bouleversés. Et pour pouvoir redémarrer vite, comme on l'a dit, tout en étant juste, qui est le double sujet et l'injonction prioritaire, pour ça, il faut bien comprendre. On l'a vu, les publics, les cibles, les attentes. Toujours pareil, pour appuyer sur les bons leviers. Ces comportements ont changé en quelques semaines, en quelques mois. Et donc, il y a un vrai enjeu de renouveler, de mieux comprendre, de réinterroger, de se reposer la question. Et du coup, un enjeu sur la nouvelle cartographie des profils de vos clients, de vos publics, de votre écosystème. Un mapping des risques et l'analyse des solutions en temps court. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne correspond plus alors qu'hier, c'était totalement ajusté aux attentes. Comment est-ce qu'on peut l'ajuster? Comment est-ce qu'on l'accompagne autour de ces nouveaux personas et de ces nouveaux points de contact? On aurait tendance à dire que finalement, on est revenu sur du physique en proximité et en proximité via le digital, finalement, pour des situations plus éloignées. Comment est-ce qu'on retravaille tout ça avec des stratégies spécifiques qui doivent être activables, évidemment à très court terme, mais qui doivent pouvoir nourrir et s'inscrire dans un projet à moyen long terme. Voilà, mais donc ça, c'est une offre Reboot que nous proposons au sein de l'agence. Pour poursuivre, je ne vois toujours pas de questions. Donc, pour poursuivre sur notre troisième point, troisième levier, c'est l'enjeu du pure cause. On en parle, on en reparle. C'est aussi pour essayer de démystifier ce sujet. Parce qu'on a l'impression que c'est très haut, hyper compliqué. En fait, l'enjeu justement de cette mission, qui doit définir à la fois la responsabilité et l'utilité de l'enseigne ou de la marque, elle est primordiale parce que les attentes des consommateurs, elles sont assez claires une fois que, on l'a dit, vous avez rebossé sur ce reboot et une nouvelle compréhension de vos publics. Mais du coup, à l'intérieur de ça, les marques, les enseignes alimentaires, vous vous demandez comment, au cœur de ces habitudes, ces nouvelles habitudes, montrer cette utilité à vos publics, comment attirer à la fois des marques quand on est enseigne ou donner de la visibilité à son enseigne et à sa marque pour inciter évidemment à investir à votre espace de vente. Et donc, voilà, comment attirer, intéresser, engager
ces consommateurs et ces Français autour de vous réengager sur ces nouveaux enjeux, encore une fois, des enjeux qui, pour certains, étaient existants, mais se sont accélérés, voire même se sont polarisés, on l'a vu. Et finalement, ces extrêmes doivent coexister ensemble, et c'est cet équilibre qui va être primordial et qui est hyper important à trouver. Du coup, dans ce cadre-là, on le dit, les Français attendent des solutions, on l'a dit, les Français n'attendent pas le même type de solution en fonction des publics. Là, on a pris juste 2 extrêmes, mais évidemment, il y a un enjeu de descendre très précisément dans les profils, puisque les profils ne se définissent pas uniquement à travers l'âge, mais quand même, on voit bien qu'il y a des polarités, encore une fois. Les 18-24 ans attendent des marques qu'elles montrent l'exemple, qu'elles guident et qu'elles accompagnent le changement. Quand on regarde justement ce sujet, aujourd'hui, il y a une défiance très forte envers les institutions, envers le politique, et il y a une attente très forte envers sa propre entreprise dans laquelle on travaille en tant que collaborateur, pour me protéger, pour s'engager aussi, pour que ce que je fais ait du sens, mais aussi vis-à-vis du coup de ses publics et de ses consommateurs. Et puis de l'autre, des marques qui doivent aider les consommateurs au quotidien. Il y a un vrai sujet sur les seniors. On est en train de travailler sur ce sujet en particulier. Ces seniors qui j'allais dire, à la fois ont été embarqués par ces enjeux du digital au moment de la crise, qui pour certains se sont mis pour la première fois à du e-commerce, à du Zoom, à du WhatsApp et autres. Mais quand même, cette période-là, qui reste en distanciation sociale, pour lequel ils sont les plus fragiles et sur lesquels on doit faire attention en termes de santé, sont aussi les plus isolés. Et donc, il y a un vrai sujet de proximité et d'accompagnement au quotidien de ces populations plus seniors. On y reviendra, pas aujourd'hui, mais en tout cas, on va s'y intéresser très fortement et on en reparlera, j'espère, ensemble. Donc, du coup, vis-à-vis de ces différents publics, en tout cas, puisqu'il n'y en a pas que 2, on voit bien, en tout cas, que cette période a, j'allais dire, éclairé d'une nouvelle manière. Ces dernières années, l'alimentaire a été très fortement critiqué par les médias, très fortement critiqué par les consommateurs, que ce soit à cause de crises alimentaires, mais aussi parce qu'il y a un regard hyper critique sur l'agriculture française, sur l'alimentation et l'alimentaire et les industries agroalimentaires en France, et aussi sur la grande distribution et sur la distribution en général. Du coup, cette période est un peu, comment dire, une parenthèse magique où les Français ont redécouvert l'utilité, l'intérêt, ont vu des marques qui se sont engagées et du coup, avec quand même plus 14 points de confiance pour les enseignes alimentaires, plus 16 points de confiance accordés aux fabricants et marques alimentaires. C'est du jamais vu. Et donc, profitons-en. Alors, dans le bon sens du terme, attention. Profitons-en parce que, évidemment qu'il sera intéressant, de ne pas décevoir derrière. D'essayer de surfer un peu sur cette vague, à la fois pour embarquer l'entreprise, la marque, l'enseigne à poursuivre justement dans ce chemin sur, encore une fois, plus de responsabilité et plus d'utilité au quotidien. Et du coup, évidemment, à essayer de conserver cette période un peu, cette parenthèse enchantée, d'essayer de la tirer, de la prolonger en continuant à avancer sur ce chemin, encore une fois, de progrès. Donc, voilà, pour les marques food, le retail est aussi un écrin des engagements. Bien sûr qu'il y a toute la partie own ou earned media sur lequel il y a des enjeux, mais on sait bien que c'est aussi dans ce moment crucial, ce moment of truth dans le parcours consommateur, que ce retail, qu'il soit encore une fois physique ou digital, pourrait être, doit être, serait un écrin de vos engagements. Pour pouvoir être évidemment en cohérence d'un bout à l'autre de la chaîne. Du coup, on vous propose 2 stratégies, évidemment.
vous allez le voir. Soit vous êtes dedans et il faut continuer, soit vous n'êtes pas dedans et il va falloir monter dans le train. Tout simplement. Donc la première, c'est donc si vous êtes dedans ou si vous avez déjà commencé à faire des choses, c'est de s'inspirer et de pérenniser les modèles vertueux du confinement, hein, tout simplement. On voulait revenir un petit peu sur les principales dynamiques qu'on a vues émerger pendant ce confinement et qui, pour nous, ne sont pas des choses qui vont rester en one shot, comme une communication, une prise de parole opportuniste face à une période précise. On est persuadé que ce sont des tendances qui vont rester et que le confinement n'a fait que révéler au final. La première tendance, c'est celle des nouvelles solidarités, qui est hyper importante. On a vu une pléthore de partenariats absolument inédits, de rapprochements entre des secteurs qu'on n'aurait pas forcément vus ensemble, vus collaborer, des rapprochements entre des concurrents aussi. On a vu les silos absolument éclatés entre même société civile, entreprises, pouvoir public, etc. Donc, au final, on se dit que tout est bon pour répondre aux attentes et aux vrais besoins des consommateurs, dans un contexte alors déjà qui était chamboulé, mais même à long terme, on trouve très très intéressant ce concept de nouvelle solidarité, parce que ça fait passer de ce qu'on a appelé un égo-business, donc quelque chose de très refermé sur soi, de très égoïste, de très bon, c'est moi et les autres, je dois juste les écraser, à un écosystème où les différentes parties prenantes d'un environnement sont dans alors pas forcément une co-construction, mais au moins des relations de bon voisinage, voire un peu d'aide quand il y a besoin, tant qu'on sert un but quand même commun et un intérêt général. Donc, je ne vais pas revenir sur les exemples, hein, mais on a vu donc une tonne d'initiatives pendant le confinement, de nouvelles solidarités. Et demain, il faut se poser la question dès aujourd'hui, quelles seront les nouvelles solidarités, quels seront les nouveaux groupements d'acteurs qui se réuniront pour promouvoir des thématiques liées à la food. Nous, on trouve déjà très intéressant de réfléchir à des problématiques comme l'éducation alimentaire, comme les fiertés locales et nationales, comment mettre en valeur toujours plus la richesse des territoires, la richesse de la food à la française. Il y a aussi beaucoup de sujets autour de l'agriculture régénératrice, comment les marques, les distributeurs vont s'emparer à plus long terme de ce sujet. Pascal parlait de la santé alimentaire, qui est un enjeu absolument crucial en sortie de crise sanitaire et en rentrée dans une crise économique. Et aussi l'empreinte carbone qui va être de plus en plus un gros sujet pour surtout l'agroalimentaire. Donc voilà, une réflexion à entamer sur quelle nouvelle solidarité et quelle nouvelle thématique pour votre marque. On a vu aussi d'un côté, alors on était sur un enjeu plus marque au début, on va plus être sur un enjeu produit, mais on a vu une explosion du cross-marketing avec des offres produits qui se sont réinventées à une vitesse quand même assez spectaculaire, et surtout libérées de la créativité pour répondre aux attentes des consommateurs, pour surprendre, pour distraire aussi, c'était beaucoup le cas pendant le confinement. Mais voilà, on retrouve une hybridation hyper intéressante entre ça peut être un Ravensburger et McDonald's pour faire des puzzle burgers, pour voir des rapprochements entre Carrefour et Uber Eats. On voit vraiment qu'il y a eu un travail de réflexion assez poussé sur qu'est-ce que les gens attendent et comment on peut, au-delà de nous, de moi, de ma marque, comment je peux aller chercher des forces ailleurs dans un secteur qui n'est pas du tout forcément proche du mien, pour enrichir mon offre, pour être plus pertinent, plus serviciel. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est là pour rester.
Et encore une fois, il faut penser dès aujourd'hui ce que ces nouvelles logiques pourraient donner, hein. On a mis Tu t'es des, fait plaisir, la Charlotte. Tu Pardon. tu t'es fait plaisir. Ah Tu as bah, je vis profité dans un monde idéal. Oui, bien sûr. Non, mais c'est plus pour inspiration, voilà. Mais on pense que la food va avoir beaucoup d'enjeux, déjà de se rapprocher d'autres secteurs comme celui de la santé, celui de l'associatif, celui de l'entertainment, celui du purpose, du gaming. Donc on vous a mis quelques petits exemples comme ça que nous, on verrait très bien travailler ensemble. Mais l'enjeu, c'est surtout vraiment de s'interroger sur quel autre secteur que la food pour vous accompagner dans vos démarches euh, et enrichir votre offre produit. Et enfin, dernière dynamique hyper intéressante qui a explosé pendant le confinement et qui est là pour rester, c'est ce qu'on a appelé la New R&D. C'est alors la recherche et le développement. Euh, enfin, ça part d'un constat que les marques ne peuvent plus être statiques, refermées sur elles-mêmes. Euh, on a vu pendant le confinement une augmentation drastique de l'interrogation des communautés par les marques, par l'échange, par tout ça. Et cette logique d'interrogation des communautés, c'est quelque chose qui est très, très porteur d'innovation parce que vous avez des feedbacks très directs des gens qui sont les premiers concernés par vos produits. Ça vous permet de faire évoluer à la fois potentiellement vos produits, mais même à plus grande échelle la vision et l'orientation d'une marque. Euh, et, euh, et ça permet de valoriser aussi une innovation dans une stratégie des petits pas. Et cette stratégie des petits pas, nous, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur parce que déjà, c'est une stratégie de preuve, c'est une stratégie d'action. On n'est pas sur des engagements de discours et des engagements sur dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Cette stratégie des petits pas, elle permet d'implémenter l'innovation assez vite, de prouver concrètement par vos produits et par vos actions que votre marque bouge, qu'elle entend les demandes qu'on lui fait et, euh, et voilà, et qu'elle est sur le bon chemin. C'est aussi quelque chose qui permet aussi très fortement de révoquer tout ce qui est greenwashing, purpose washing, dont parlait Pascal, et qui est un vrai danger, un vrai écueil, qui plus est dans une période de crispation sur des grands thèmes. Euh, donc voilà, on trouve cette nouvelle R&D avec les communautés très intéressante et elle est là vraiment pour durer. On peut imaginer en plus des tonnes de manières. On vous a mis des petits exemples encore une fois, mais on pourrait imaginer voilà, Bonne Maman qui lance un bootcamp gourmand avec ses super fans pour créer sa nouvelle confiture. C'est en fait au-delà des exemples, c'est plus pour vous montrer que c'est quelque chose qui peut se faire sur toutes les marques et qui peut se faire avec beaucoup de mécaniques concrètes, que ça soit analyser vos datas transactionnelles pour voir quel produit performe le mieux et ensuite proposer quelque chose autour de ça. Ça peut être vous connecter avec vos communautés sur les réseaux sociaux, favoriser l'interaction pour ensuite récupérer de l'insight, des pistes d'innovation, etc. Ça peut être des formats bootcamp avec des super fans de votre marque, des focus group, etc., des panels pour encourager l'innovation. Ça peut être aussi des choses faites à partir de sondages, d'études qui sortent sur la food, sur les Français. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de rechallenger et de re-innover avec le plus de collaboration possible avec votre public. Il se passe plein de choses en fait, et évidemment, c'est très riche. Et tout l'enjeu, c'est de garder la main, parce que quand on dit interroger, soyez plus proche, interroger, discuter, essayer de mieux comprendre vos cibles, évidemment que c'est
c'est un moyen de mettre des lunettes. C'est pas un moyen de faire la voix. C'est un moyen de mieux comprendre et surtout justement de ne pas se faire bousculer, embarquer, interpeller, même si vous le serez, mais plutôt d'avoir écouté, entendu, compris. Et du coup tracer un chemin en fonction de ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça vous permet justement de garder la main. On voit bien aujourd'hui de plus en plus d'interpellations, que ce soit d'associations, d'activistes, de consommateurs sur ces enjeux. Et plus vous aurez évidemment co-construit, mis des étapes, j'allais dire, poser le chemin, plus vous serez à l'aise évidemment pour expliquer, montrer, avancer, que ce soit en interne ou que ce soit à l'externe. Et donc tout l'enjeu de l'échange, de la co-construction, c'est un enjeu de garder la main et de montrer le chemin. Et du coup, c'était là-dessus sur laquelle on voulait finir, justement. Ah non, il y a un deuxième, pardon, j'y suis allée vite. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà avancé, qui ont déjà posé justement des premières pierres sur le chemin. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard d'abord. J'ai eu plusieurs fois des altercations avec des directions du marketing ou de la communication qui disaient « Regardez, on est génial, ce qu'on fait, nous, c'est extraordinaire. » Et tous les autres qui s'y sont pas mis ou qui s'y sont mis tardivement, c'est des nazes. Je trouve ça absolument affligeant parce que ça veut dire que le seul point de différenciation qu'ils auraient, c'est le fait de l'avoir fait avant les autres. Ce qui est bien dommage. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avancer. Chacun à son rythme, chacun avec dans un écosystème, dans un environnement, dans une filière, dans une industrie, en essayant de manière sincère de faire les choses et de le faire au mieux. Après, encore une fois, une industrie ne se transforme pas du jour au lendemain. Une entreprise ne se transforme pas du jour au lendemain si on ne veut pas la casser. Or, je vous le rappelle, on a tous les enjeux, dont quand même le pouvoir d'achat, donc dont quand même des emplois. Et donc, voilà. Après, les Français attendent beaucoup. Encore une fois, des marques, on l'a dit. Ils ont une mémoire de celles qui font et qui avancent. Ça veut dire aussi que moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, une grosse partie, une majorité des entreprises françaises et notamment agroalimentaires font des choses. Ils font des belles choses. Parfois, elles le font de manière isolée dans un département ou de manière multi-isolée dans plusieurs départements. Évidemment qu'il y a un enjeu dans un premier temps d'audit, de faire remonter l'information, de centralisation, de structuration. Et sur ces bases, sur ces fondements, de poser, et évidemment de cet échange et de cette co-construction avec ces publics, de du coup poser le chemin qui est le vôtre. C'est majeur. Et donc, je pense que tout le monde peut le faire. Et encore une fois, je trouve ça absurde de critiquer ceux qui mettent plus de temps que d'autres. Et je trouve ça génial, moi, de pouvoir certainement dire bientôt 90 ou 95% des entreprises françaises sont sur un chemin de progrès sur les enjeux qui sont les nôtres, parce que à la fois d'un point de vue point de contact digital ou physique, il y a évidemment, on le disait tout à l'heure, un enjeu de l'illustrer, de le faire comprendre, parce que ça joue aussi de l'expérience de marque. Ça joue de la préférence de marque et c'est majeur. On remettait un chiffre qui vient du Trust Barometer d'Edelman sur l'importance de la responsabilité des marques. Alors là, c'était évidemment pendant la pandémie, mais elle n'est pas finie. Donc, qui aura un impact sur les achats futurs. On le disait, dans les premiers temps du confinement, les Français ont été vers les marques qu'ils connaissaient et auxquelles ils avaient confiance d'un côté. Et puis après, ils allaient aussi sur des, j'allais dire, basiques, qui est un vrai sujet, hein, les basiques versus la valeur
la valeur de la marque. Mais, donc, il y avait cette mixité de consommation. Et dans cette mixité de consommation, petit à petit, il y a eu un enjeu très fort sur j'achète des marques qui s'engagent et qui sont présentes, qui me parlent et qui ont des valeurs. Ces enjeux-là vont rester et du coup, si vous ne voulez pas être à côté, ne pas être dans le top 3 de réflexion au moment de la considération et donc ne pas être dans le panier du consommateur, il y a un enjeu évidemment d'y aller encore une fois avec un enjeu de feuille de route et à votre rythme, à vos moyens et en embarquant l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà, j'allais dire pour la deuxième voie possible, on peut vous accompagner. On a lancé une offre sur ces sujets-là qu'on a appelée Pure Pause, tout simplement, justement pour repartir de vos fondamentaux, de l'audit de l'existant, pour vous aider en tout cas à aligner un ADN de marque avec une mission, une responsabilité, une utilité et du coup une feuille de route pour pouvoir avancer sur ces sujets. Du coup, peut-être pour conclure et tenir le timing, mais pour conclure surtout, on vous le disait, cette période qui va durer un certain temps, on le sait, sur lequel on a encore des incertitudes, que ce soit en termes évidemment de vie, confiné, pas confiné, de consommation, d'inquiétude, de pouvoir d'achat, d'environnement. Voilà, tous ces sujets-là se bousculent et donc d'expérience de marque et donc d'expérience d'enseigne et donc de rencontres, de proximité, d'échanges en physique ou en digital. Quelle expérience, comment je le vis, qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce que je suis capable d'entendre, qu'est-ce qui arrive jusqu'à moi. Donc ces enjeux dans un monde qui bouge, de mieux comprendre à qui on s'adresse, comment est-ce qu'on peut faire vivre cette expérience de marque et avec quel type de contenu. Que ce soit les consommateurs, on a beaucoup parlé de résilience des consommateurs qui ont surmonté cette première phase, mais les marques l'ont fait aussi. C'est pour ça qu'on voulait parler de marques résilientes qui ont pour beaucoup subi ce choc, notamment en physique, et qui se sont adaptées, on l'a vu, avec beaucoup de créativité dans cet environnement contraint. Et l'enjeu, évidemment, c'est Charlotte le disait tout à l'heure, c'est de aussi tirer un premier constat, des leçons, et garder cette dynamique, ce souffle extrêmement positif, créatif, en proximité et en responsabilité, qui a été rendu obligatoire par la période de confinement et par la période de crise, pour pouvoir poursuivre, continuer, parce qu'on va continuer à être bousculé, parce qu'on va continuer à être perturbé. On nous annonce la 5G. La 4G, elle allait déjà très très vite. Elle nous avait déjà énormément accéléré. La 5G va continuer, c'est évidemment symbolique. La 5G va continuer, c'est juste pour montrer que le monde continue à accélérer. Qu'on a de plus en plus d'opinions fragmentées et qui se confrontent. Et donc, dans des tensions, on en parlait tout à l'heure, parce que à la fois les Français et à la fois les enseignes et les marques subissent des tensions très fortes. Il y a un enjeu de garder la tête froide, il y a un enjeu de regarder plus loin, de garder un cap. On le disait, de garder la main, parce qu'on est face à un consommateur, citoyen, expert, producteur qui veut tout, mais qui veut aussi son contraire. Et donc, dans tout ça, il faut garder, et d'ailleurs, les marques et les enseignes sont attendues là-dessus, il faut garder cet enjeu de vigie, on a parlé de marque repère, c'est primordial d'être à la fois à l'écoute et de garder la main et de garder ce rôle de vigie. On l'a dit tout au début, il y a un enjeu de vitesse, mais il y a un enjeu de justesse, et donc entre les deux, il faut trouver votre rythme et embarquer avec vous un réseau bienveillant qui va vous permettre d'éclairer au sens expliquer, présenter, échanger, discuter sur votre chemin, parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de continuer à co-construire, d'ajuster ce chemin. On l'a vu, beaucoup d'agilité va être nécessaire, tout en gardant encore une fois cette vigie et ce cap,
qui nous paraissent absolument essentielles. Et c'est aujourd'hui le rôle attendu, même s'il est bousculé, même s'il est questionné, c'est le rôle attendu des enseignes et des marques. Et c'est tout l'enjeu, notamment, à notre sens, sur le sujet alimentaire, qui est un des sujets de prédilection des Français, mais dans le monde, je pense qu'il remonte très fortement dans le monde entier, mais particulièrement en France, et parce qu'évidemment, c'est un enjeu de santé très fort. Voilà, Charlotte, sur ce qu'on avait, en tout cas, on voulait vous partager suite à nos réflexions sur ces sujets du retail et du food, sur cet enjeu on l'a dit, de passer d'un éco-business à un écosystème de collaboration qui va permettre d'avancer tous ensemble à sa juste vitesse pour trouver un rythme et construire, bâtir son chemin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors, attendez, j'en vois une. Non ? Alors, oui, nous vous enverrons la présentation. Il y a une question de Hélène sur les enjeux des entreprises agroalimentaires B2B sont-elles les mêmes ? Oui et non. Oui, bien sûr que les fondamentaux sont là. On a vu, notamment sur le B2B, évidemment. Vous le voyez, je crois, des cahiers des charges de plus en plus, durs, même sur le B2B, dur. En tout cas, c'est ce qu'on disait en termes d'équilibre. Il y a un enjeu, il y a un cahier des charges qui est de plus en plus fort, qui est de plus en plus haut. Il y a des marchés qui se perdent parce que les marques B2B sont pas toujours, en tout cas sur ces enjeux, que ce soit nutrition, environnement, et du coup engagement, responsabilité, utilité. Et je trouverais ça du coup d'autant plus intéressant que les marques B2B aillent vite. Certains le font, certaines le font, mais on le voit peu, on l'entend peu, parce que ça va être des enjeux de sélection, de cahier des charges et de pitch aussi dans la partie B2B, c'est certain. Et après, oui et non, parce que non, il y a d'autres enjeux, notamment dans l'utilité, évidemment, qui sont liés plus particulièrement au B2B. Du coup, les attentes d'utilité ou d'accompagnement au quotidien du B2B ne sont pas les mêmes que le B2C. Par contre, sur tout l'enjeu de responsabilité, oui, la problématique est la même. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires ou réactions ou, surtout, n'hésitez pas. On a essayé de tenir le timing parce qu'on sait que, je vous l'ai dit, le temps s'accélère. Donc, tout le monde est évidemment très pris. Eh bien, écoutez, si pas d'autres questions. On a été ravis de partager en tout cas tout ça avec vous. On continue à réfléchir sur nos sujets. Je vous l'ai dit, il y a des sujets qui nous interpellent plus particulièrement. Le sujet des seniors en est un, on en reparlera. Et puis, il y en a d'autres. Et puis, si vous avez envie de nous suggérer un sujet qui vous intéresse, surtout faites-le. Je l'ai dit, nous vous enverrons la présentation. Sinon, elle sera également téléchargeable à partir de notre site internet kingcom.fr. Et puis, à très vite pour d'autres réflexions, d'autres discussions. Merci beaucoup.